Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Enseignement et éducation en Afrique. Dirigé par Magloire Kede Onana. En ces temps de crise généralisée, l'Afrique, comme beaucoup d'autres continents de la planète, traverse des moments extrêmement difficiles dans tous les secteurs d'activité. Au plan de son secteur éducatif, objet de nos investigations, la crise ne cesse d'assombrir la vie des différents acteurs de nos communautés éducatives. Les parents pour la plupart démissionnent chaque jour devant leurs responsabilités. Les enseignants qui pourtant ont entre autres tâches celle d'exercer dans les jeunes esprits la faculté de penser et de développer en eux le sentiment de la valeur de l'homme deviennent de plus en plus comme des bouches inutiles. Premiers passeurs culturels, ils ont toujours du mal à affirmer leur autorité devant une jeunesse devenue esclave dans l'usage de nouveaux moyens sophistiqués de diffusion de la seule culture moderne. Une telle situation installe tous les acteurs ainsi désignés dans un malaise profond, accentué par leur porte-monnaie qui ne répond plus à tous les défis. La conséquence au niveau des apprenants va être la langueur, la désertion, l'angoisse ou la phobie permanente des échecs et le désenchantement sur les lendemains de l'école. Pour s'élever au-dessus de toutes nos limitations, l'alternative qui semble s'imposer à nous tous est créer ou disparaître. Nous devons pour ainsi dire nous employer à la production radicale de nouvelles manières de voir, de faire et d'être, autant d'orientations et de combinaisons originales sous l'effet desquelles un nouveau redécollage est possible au risque de devenir comme des balafons crevés. Une telle entreprise nécessairement collective doit donc s'ouvrir et nous ouvrir aux autres, parce qu'elle contribuera à mesurer désormais l'avenir de nos États, à leur capacité de stimuler l'intelligence de leurs concitoyens. C'est suite à ce constat et surtout sous l'impulsion des Editions L'Harmattan, que l'idée de créer la collection Enseignement et éducation en Afrique s'est imposée. Déjà paru. Roger Kaff Ofoku dire, Misère de l'éducation en Afrique. Le cas du Cameroun aujourd'hui, 2009. Richard Okene, Défis et perspectives de l'orientation Conseil au Cameroun, 2009. Benoît Alima, La réforme éducative au Cameroun. Regard sur les activités post- et périscolaires, 2008. Magloire Kede Onana, Le droit à l'éducation en Afrique. Enjeux et perspectives à l'ère de la mondialisation, 2007. Préface. Depuis le début des années 80, avec l'avènement de la mondialisation et l'ouverture des économies qui s'en est suivie, les entreprises africaines, de petites comme de grandes dimensions, qui, du fait de la vétusté de leurs outils de production, n'avaient survécu jusqu'ici que grâce aux politiques protectionnistes de leurs gouvernants et aux dispositions législatives qui entouraient leurs actions, sont de plus en plus fragiles et exposées à des disparitions régulières. L'état de ces instruments de développement et l'importance qu'ils ont pour leur nation impose aux lecteurs des phénomènes économiques contemporains, aux acteurs de développement et aux preneurs de décision de se préoccuper de la construction et de la pérennisation des atouts de développement de ce continent. Les mutations des politiques de gestion qui s'imposent aujourd'hui aux différentes organisations et particulièrement aux entreprises, à défaut d'être perçues comme une adversité, devraient être saisies comme une opportunité, pour se ranger, de façon définitive, dans une logique irréversible et résolue de développement. Toute structure qui se propose de se construire des atouts solides de pérennité devrait se soumettre à leur lecture. La création de valeur, au-delà des divergences analytiques qui entourent le concept, reste un passage obligé pour toute entreprise qui voudrait se mettre à l'abri des tourmentes environnementales et même politico-conjoncturelles. C'est pourquoi cette recherche qui est menée dans le but de créer ce réflexe là où il était absent, ou de le consolider là où il existait déjà, vient à point nommé. Menée à travers les regroupements d'entreprises, dans cette Afrique en miniature qu'est le Cameroun, l'évaluation que fait cette recherche devrait être perçue comme une ferme volonté d'apporter un appui de consolidation d'atouts, visant à trouver des solutions aux faiblesses des organisations en autonomie des pays en développement. Qu'ils soient exprimés en termes d'entente qui, depuis très longtemps ont fait l'objet d'études et de réglementations, qu'ils épousent d'autres formes de coopération telles que les stratégies d'alliance, les partenariats symbiotiques, les stratégies d'impartition etc.
les regroupements présentent pour les entreprises en général et pour celles africaines en particulier une réelle opportunité face à leur incapacité d'affronter à elles seules la concurrence internationale. François-Xavier Maillet-Glay, de par son expérience de près de 20 années au chevet des entreprises comme consultant dans des disciplines aussi sensibles que l'entrepreneuriat, la comptabilité et le contrôle de gestion et de son parcours d'enseignant, lui aussi solide d'une vingtaine d'années, de comptabilité financière et de gestion, a doublé son expérience d'homme de réflexion et de terrain pour nous faire découvrir à travers cet ouvrage les réalités et vertus des regroupements des entreprises comme processus de création de valeur et de limitation des disparitions d'entreprises. Professeur Lucien Kombou. Avant-propos. Le tissu entrepreneurial africain est petit, jeune et très fragile. Si l'on se réfère au développement de Lozel et Taylor, 1997, qui soutiennent que 80% des PME nouvellement créées meurent dans les 5 années qui suivent leur naissance et que 90% des raisons de ces décès tiennent des problèmes de gestion, on comprend l'importance qu'il y a à mettre au chevet de ces supports de développement des outils et politiques viables de survie. Le Cameroun, cette Afrique en miniature qui n'échappe pas à la situation présentée ci-dessus, offre autant, sinon mieux que d'autres pays, un avantage certain à la configuration d'une ou des politiques de gestion capables, à défaut de sortir l'Afrique de son impasse de développement, de tracer des voies de succès à ses initiatives entrepreneuriales. Face à l'appréhension de ces réalités, cette recherche se propose d'apporter une contribution à la lecture des mutations organisationnelles qui s'opèrent à travers les regroupements d'entreprises, à la compréhension des possibilités de création de valeur. À travers leurs mécanismes, et à l'avantage qu'offrent les nouvelles configurations de la répartition de ladite valeur dans l'accroissement des rendements du personnel et l'adhésion des partenaires de l'entreprise. Cet objectif se situe au double plan de la réflexion et de l'élaboration des connaissances du phénomène de regroupement d'entreprises dans le contexte camerounais. C'est pourquoi cette recherche se propose de construire des fusibles de gestion capables de déclencher des réflexes positifs au sein des entreprises. La généralisation de la préoccupation de création de valeur à tous les aspects de l'organisation des entreprises interpelle toute recherche qui, de nos jours, s'intéresse aux mutations de gestion. C'est pourquoi cet ouvrage s'impose de mener un ensemble de réflexions sur cette thématique, portant à la fois sur ses méthodes, ses contours et ses centres d'intérêt au sein des structures camerounaises. En respect de la tradition qui voudrait qu'au terme d'une œuvre de cette nature, l'on remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à son édification et en allant au-delà de ce rituel, je veux témoigner toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la pose de cette pierre scientifique. Je pense en premier aux responsables d'entreprises qui m'ont fait confiance en acceptant de m'accueillir au sein de leur structure et en mettant à ma disposition les informations qui ont servi à la construction de la phase empirique de ce travail. Je pense ensuite au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, qui m'a fait bénéficier d'une dotation d'ouvrages qui m'a permis d'avancer très significativement sur le terrain de l'exploration des aspects théoriques qui jonchent les 2 premières parties de cette recherche et qui, au-delà de cet aspect, m'a enrichi, de façon profonde, de connaissances sur les mutations des politiques de gestion, les regroupements d'entreprises et sur la création de valeur. Je remercie également les collègues qui ont accepté d'apporter leur contribution à la finalisation de ces écrits, pour le temps qu'ils y ont consenti et pour le sérieux qu'ils y ont mis. Dans ce cadre, je pense particulièrement à Madame Marie-Thérèse Ngwem et à Messieurs Lucien Kombou, Claude Garrier et Aboubacar Aimé Faupin. Qu'ils trouvent ici, faute de mieux, l'expression de ma profonde gratitude. Enfin, je forme le vœu que cet ouvrage soit le catalyseur d'une réflexion sur le champ des possibilités qu'offrent les regroupements, face aux impératifs mutationnels auxquels sont assujetties les entreprises des pays sous-développés auxquels il manque la dimension et la logistique de production capables de construire en leur sein un potentiel sérieux de compétitivité. Devrais-je rappeler ici que depuis près de 3 décennies, l'entreprise camerounaise, africaine, je devrais dire, s'est vue défaire du dispositif sécuritaire qui l'a protégée de l'invasion occidentale, empreinte de supports affirmés de compétitivité, l'exposant à l'impérative construction de ses propres atouts de survie? François-Xavier Maillet-Glay. Résumé.
Nées et développées dans un contexte de protectionnisme des marchés, les entreprises camerounaises qui subissent depuis le milieu des années 80 une forte pression de la crise des matières premières sont aujourd'hui confrontées à un problème de disparition régulière. 66,75% meurent dans les 5 ans qui suivent leur création et pour celles qui survivent, le faible taux de croissance laisse présager d'une mort lente dans le temps. La forme institutionnelle du marché devenant de plus en plus complexe, l'articulation de celui-ci avec les contraintes de production le devient également. L'irruption de nouvelles technologies de l'information, les exigences de plus en plus personnalisées des clients, traduisent des bouleversements qui exigent de revoir les modes de gestion des entreprises, car elles impriment des ruptures qui influencent profondément l'ensemble des processus de gestion et imposent de savoir reconstruire les modalités de fonctionnement des entreprises. L'intensité capitalistique et technologique et l'internationalisation qui s'ensuivent obligent les entreprises à mettre en place de nouveaux canevas de création de valeur. L'incitation à la coopération interentreprises et à la signature des alliances et ententes deviennent des impératifs dans un espace à dominance concurrentielle, parce que permettant aux structures contractantes d'améliorer leurs résultats et ou d'assurer leurs chances de survie. Ainsi, les mutations des comportements organisationnels qui vont jusqu'aux concentrations entre sociétés de nationalités différentes deviennent stratégiques, parce que situant l'entreprise renouvelée au sein d'un immense réseau de partenaires, de compétences et d'experts. Ce mode organisationnel mute l'entreprise de sa conception traditionnelle à une dimension plus dynamique, plus ambitieuse, même si le choix des modalités de regroupement l'expose à diverses exigences sur le double plan structurel et managérial. C'est ce qui a conduit à la problématique de cette recherche, qui est de savoir quels sont les atouts organisationnels dont devrait s'assurer une entreprise avant toute décision d'entreprendre une opération de regroupement ou d'alliance, qui minimise ses risques de dérive, construise son potentiel d'attractivité et lui assure une certaine pérennité dans le temps. Dans le prolongement de cette préoccupation, on est aussi en droit de se demander quelle est la forme de regroupement ou de coopération que les entreprises fragiles devraient adopter, qui garantissent un accroissement maximal de valeur créée? Comment l'entreprise doit-elle repartir ce supplément de valeur de façon à satisfaire les actionnaires, les partenaires et les autres acteurs? Et pour finir, dans l'optique d'altérer le caractère péremptoire de cette thématique, il faudrait bien se demander si les entreprises qui n'optent pas pour ces stratégies d'alliance sont automatiquement vouées à l'échec, ou alors ne créent-elles pas pareillement de la valeur pour leurs acteurs, et surtout de savoir pourquoi elles n'optent pas pour cette approche? Cette recherche a pour objectif principal d'examiner les effets et situations qui rendent plausible la décision pour une entreprise d'effectuer des coopérations ou des alliances pour se créer davantage de valeur et donc garantir sa compétitivité et sa pérennité. Pour atteindre cet objectif, elle se propose de faire un aperçu général des stratégies de regroupement d'entreprises, tout en énumérant les circonstances, les manifestations et les effets qu'ils favorisent et éventuellement les problèmes qui pourraient en découler. Elle procède également à une analyse descriptive du phénomène de création de valeur dans les entreprises, avec pour finalité d'en ressortir les implications managériales et organisationnelles appropriées et d'évaluer l'accroissement additif de la valeur créée par les regroupements. C'est pourquoi elle s'est voulue empirique. Elle a été fondée sur 3 hypothèses qui ont été testées par 3 méthodes d'analyse statistique. Il s'agit du tri à plat, de l'analyse factorielle de correspondance et du qui-2. Dans l'ensemble, les différentes hypothèses ont été vérifiées. Les différentes enquêtes et entretiens, il ressort que 66,1% d'entreprises enquêtées coopèrent avec des entreprises concurrentes, 56,41% réalisent des partenariats et que seuls 41,02% entretiennent des relations très intenses avec les tiers. Des 66,1% d'entreprises qui font des regroupements, 76,9% mettent en place un contrôle de gestion tablant uniquement sur des variables quantitatives. Il ressort également que 45% des entreprises qui ne se mettent pas au regroupement ont des handicaps de gestion, au premier rang desquels se trouve la construction d'un potentiel d'attractivité. De cet ensemble, 65% sont confrontés à la non-satisfaction des partenaires, parce que la répartition de la valeur créée n'est autre qu'actionnariale. Fort des arguments qui précèdent,
Cet ouvrage a fondé son intérêt sur l'impératif de préparer les preneurs de décision à un exercice efficient des mutations organisationnelles, au choix des options convenantes de regroupement et aux stratégies à mettre en œuvre, en restant lecteurs vigilants des réalités de leur environnement. Mots-clés: mutations organisationnelles, regroupement d'entreprises, création de valeur, répartition de la valeur créée. Abstract. Set up and developed within the context of market protectionism, Cameroon companies, which have since the 80s been under pressure from raw material crisis are today faced with the problem of regularly closing down. About 66,75% of them close down within 5 years of creation, and for those who survive, the low growth rate foretells a slow death with time. Since the institutional framework of the market is becoming more and more complex, its articulation, coupled with production constraints, is also complex. The irruption of new information technology and customers' demands becoming more and more personalized are proof of a PAVAL which demands a review of modality of running these companies because it shows a rupture that deeply influence the running process and demands a revisiting of the way companies are run. The capitalistic, technological and international intensity which result from this oblige companies to put in place a new framework of valuable creation. The call for cooperation between companies and signing of alliance and agreement are imperative in this framework of competition for it enable the contracting bodies to improve on their results and, or ensure their chance of survival thus, change in organizational pattern, which go afar a concentration between companies of various nationalities, become strategic because it situates the renewed company in a big network of partners, competence and experts. This mode of organization changes the company from the traditional conception to a more dynamic and more ambitious dimension, even if the choice of merging modalities exposes it to various demands at both the structural and managerial levels. This is what led to this study, which is to find out which organizational asset a company should have before deciding to merge, which reduce the risk of sliding and build its attractive potential while ensuring it will stand the test of time. Still within the framework of this problem, one may also ask what type of merging or cooperation weak companies should adopt to guarantee maximum growth of the value created. How can a company use this valuable supplement to satisfy its shareholders, partners and other actors? And finally, in a bid to alter the conclusive nature of this problem, we need to ask if companies which do not opt for the strategy of alliance are automatically doomed to fall, or do they not at the same time create value for their actors, and especially to know why they do not opt for this approach? This study has a main objective to examine the effect and situation which make plausible the decision for a company to carry out cooperation or alliance to create more value, and thus guarantee competitiveness and permanence. In order to attain this objective, it is necessary to make a general outline of strategy to merge companies, while considering the circumstances, the manifestation, the favorable effect and the problems that may eventually result from this. It also makes a descriptive analysis of the value creation process in companies and finally to come up with appropriate managerial and organizational procedure, and to evaluate the added growth of the created value of merging. That is why it had to be empiric. It was founded on 3 hypotheses which were tested by 3 methods of statistic analysis. It is about flat sorting, factorial analysis of correspondence and key 2. All in all, the various hypotheses had been verified. From the various inquiry and interview, we realize that 66,1% of companies visited cooperate with competing companies, 56,41% create partnership and only 41,02% have intense relation with third party. Out of the 66,1% of companies that merge, 76,9% put in place a management control focusing only on quantitative variables. It is also noted that 45% of companies which do not merge have managerial lawful, the first of which is to build on attractive potential. In this set, 65% are faced with the problem of not satisfying partners, because the repartition of the created value is only for shareholders. Based on the preceding argument, this work is founded on the imperative to prepare decision makers for an exercise to change organization,
convenient choices for merging and strategy to be put in place, while remaining vigilant to the reality around them. Keywords: organizational change, merging of companies, value creation, repartition of the created value. Introduction. Au lendemain de l'indépendance du Cameroun, les autorités politiques de ce pays qui s'étaient donné pour mission de promouvoir un développement économique basé sur des efforts endogènes de financement, se heurtèrent à l'absence d'un secteur privé dynamique pouvant constituer la rampe de lancement du dit développement. C'est ainsi qu'aidés par les bailleurs de fonds et leurs conseillers économiques qui prenaient le recours à la planification et aux entreprises publiques comme support d'un développement durable, elles mirent sur pied un secteur public très important dans le temps, 73 entreprises publiques et parapubliques jusqu'au début des années 80, Mayegley, 1993. Cette logique qui répondait au schéma de développement mis en place en Afrique, voulait également que les différents gouvernements se préoccupent de construire des infrastructures modernes et de développer des activités industrielles et tertiaires sur le modèle des pays développés, en essayant ainsi de rattraper leur retard de croissance. Seulement, quelques années plus tard, les échecs conjugués et quasi généralisés de ce secteur allaient annihiler les efforts de développement du pays. Il a fallu attendre le milieu des années 80, après l'échec des différentes tentatives de redressement, sous la double pression de la crise des matières premières et des bailleurs de fonds, pour voir l'État se dessaisir de son rôle d'investisseur tous azimuts et céder les rênes de l'économie au secteur privé. Celui-ci s'étant relativement bien organisé entre-temps, s'était fort heureusement construit un capital de confiance vis-à-vis de bailleurs de fonds. La jeunesse de leurs initiatives et la petitesse de leur surface financière allaient cependant réduire la constituante majoritaire du secteur privé camerounais à la petite et moyenne entreprise. L'entreprise, a-t-on souvent écrit, tout comme l'individu, naîtrait, croîtrait, puis tôt ou tard mourrait. Celle qui croit le fait en se transformant, en modifiant sa structure, en organisant sa mue. Les années 1980 à 1990 se sont révélées être l'ère des coopérations interentreprises où l'on a assisté à une multiplication des accords sur plusieurs plans, nationaux et internationaux, sous la pression à la fois de la globalisation des économies et de la complexité croissante du développement technologique. Dès lors, le recours aux stratégies de construction de performance s'accentue. La stratégie du regroupement, depuis cette période, semble être devenue l'outil privilégié par les grandes entreprises pour obtenir de nouvelles parts de marché ou accéder à de nouvelles technologies et partant se créer des richesses additionnelles. Pour les PME2, cadre par excellence de son expérimentation, c'est une perche au développement voire à la survie, qui doit être saisie pour la construction de solides atouts d'attractivité et de compétitivité dont le support est la mise en place du contrôle de gestion 3. Il s'agit bien entendu d'un contrôle non plus uniquement basé sur les outils comptables traditionnels, au caractère introverti, quantitatif, uniquement financier et rétrospectif, mais d'un contrôle de gestion à fort potentiel de proactivité. Au Cameroun, particulièrement, la crise que traversent les entreprises leur impose une reconfiguration de leur image auprès des partenaires, actuels et futurs, et de leurs bailleurs de fonds. À titre d'exemple, pour prendre le cas des PME constituantes majoritaires du tissu entrepreneurial du pays, en 1980, leur contribution dans le PIB national représentait 40% du volume global. En 1994, celle-ci est tombée à 25% et elle est allée décroissante dans le temps, selon les statistiques de la BEAC4. De plus, ces entreprises ont des taux de rentabilité très faibles. Le ratio excédent brut d'exploitation immobilisation brute montre que le rendement économique des équipements des entreprises est dégradé entre 1988-1989 et 1992-1993, passant de 7,9% en 1988-1989 à 3,04% en 1992-1993 selon la même source. La productivité du secteur industriel mesurée par le ratio, valeur ajoutée, immobilisation brute, a également subi une forte dégradation en passant de 25,07% en 1988-1989 à 16,83% en 1992-1993. Son inverse, immobilisation brute valeur ajoutée, qui mesure le coefficient du capital,
montrent que plus une branche est lourde ou capitalistique, plus sa production paraît faible. C'est le cas de l'industrie extractive, 9,8%, de la métallurgie de base, 6,29%, de l'électricité, du gaz et de l'eau, 9,65%, de la construction du matériel de transport, 9,08%, selon Bicomen 1998. Il est de notoriété publique, comme le soutient Kombu 1998, que les industries camerounaises sont peu innovantes, utilisent des technologies traditionnelles, assez souvent en phase de vieillissement ou de déclin dans les pays occidentaux. Ce qui fait que celles qui semblent performantes ne le sont en réalité qu'en comparaison avec les entreprises locales, qui utilisent les mêmes technologies vieillies. C'est pourquoi aujourd'hui, une industrie camerounaise ne saurait égaler une PME occidentale, du point de vue de la qualité des produits, de la maîtrise des procédés de production ou même de la performance économique. Le marché s'agrandit, de national, il devient international. Des opportunités de faire du commerce dans de nouveaux pays se multiplient. De nouveaux produits à concevoir, de nouvelles formes de distribution à imaginer et dès lors apparaissent des concurrents qui n'existaient pas jusque-là. Garder sa position dominante, pour les entreprises qui ont ce privilège, exige de croître rapidement sur ces nouveaux territoires et d'en acquérir de fortes parts. Dans la construction de leurs ambitions, certains objectifs des entreprises ne peuvent être atteints qu'avec la participation active et conjuguée d'autres firmes. Ce qui impose une coopération voire des regroupements entre entreprises et donc de faire muter leur conception traditionnelle de l'entreprise vers une dimension plus dynamique, plus ambitieuse. La multiplication des stratégies de croissance externe à partir des années 1980 a fait l'objet d'abondantes analyses. Moulin, 1999, Pécard et Alliot, 1994-5, de Montmorillon, 1989. Un certain nombre d'entre elles concernent les implications qu'elles induisent, notamment la maximisation de richesses nouvelles pour les entreprises qui s'y emploient. Ainsi, le choix par une entreprise d'une quelconque modalité de regroupement l'expose à diverses exigences, tant sur les plans structurels et managérial, que sur celui de l'efficience de l'opération entreprise 6. C'est pourquoi cet ouvrage se propose de voir dans un premier temps quel est le profil de base adéquat que devrait posséder l'entreprise avant d'entreprendre une quelconque opération d'investissement ou de coopération, qui pourrait lui assurer des possibilités de parvenir à son objectif. Dans un second temps, il ambitionne de voir en quoi les stratégies de regroupement pourraient constituer pour l'entreprise le moyen le plus plausible de création de valeur pour ses propriétaires, ses acteurs et ses partenaires. Pour mesurer cette création de valeur, de nouveaux indicateurs sont à répertorier. Ils devraient jouer un rôle central dans les tableaux de bord et l'analyse des performances. Ils sont essentiels à des prises de décision optimisées. Comme relativement à l'augmentation de la mise au point des produits, il faut savoir produire de plus en plus rapidement les éléments d'information requis. Ce qui impose une attitude de vigilance accrue en termes d'anticipation et de réactivité. Les remises en cause deviennent perpétuelles. Ce qui signifie, pour les contrôleurs de gestion, dont le rôle devient central, que le système d'information qu'ils devraient mettre en place doit être suffisamment souple pour pouvoir prendre en compte toute cession ou acquisition-création d'une activité sans remettre en cause le noyau de cette nouvelle configuration managériale. Cela fait partie de la maîtrise du changement. Celle-ci ouvre les portes à l'entrée dans la société de l'information et de la communication, conjuguée avec la nouvelle donne du management. L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'inscrit dans ce profond mouvement de transformation de l'entreprise. La maîtrise de l'information et l'introduction de la dimension immatérielle dans les produits, dans les services, dans les modes de fonctionnement internes et entre partenaires caractérisent les enjeux de cette révolution organisationnelle. La création de valeur qui en découle met ainsi en évidence deux considérations. La considération managériale, qui associe le personnel, les clients, etc., et celle actionnariale qui signifie pour l'entreprise d'être en mesure de générer une rentabilité satisfaisante future des capitaux investis. Ainsi, dans ce contexte d'efficience des stratégies de croissance, les synergies apparaissent comme un élément déterminant pour l'accroissement de la valeur de l'entreprise.
Les stratégies de regroupement d'entreprises ou de croissance constituent dans leur majorité des outils privilégiés à la disposition des dirigeants d'entreprises pour obtenir de nouvelles parts de marché ou accéder à de nouvelles technologies, comme le soutiennent par ailleurs Payon, 2005, Nussenbaum, 1989, de Montmorillon, 1986. Ces auteurs affirment que pour se rapprocher et renforcer les compétences par un développement des synergies de partenaires, accroître la dimension de leur entreprise à travers la prise de contrôle, acquisition, fusion, d'autres firmes, développer les performances et donc accroître la valeur de l'entreprise, l'efficacité et la réussite des actions et stratégies dépendent étroitement de l'état de l'entreprise au moment de la mise en œuvre de cette décision stratégique et donc du diagnostic de l'entreprise qui en a été fait. C'est ce qui a conduit à la problématique de cette recherche, qui est de savoir quels sont les atouts organisationnels dont devrait s'assurer une entreprise avant toute décision d'entreprendre une opération de regroupement ou d'alliance, qui minimise ses risques de dérive, construise son potentiel d'attractivité et lui assure une certaine pérennité dans le temps. Dans le prolongement de cette préoccupation, on est aussi en droit de se demander quelle est la forme de regroupement ou de coopération que les entreprises fragiles devraient adopter, qui garantissent un accroissement maximal de valeur créée? Comment l'entreprise doit-elle répartir ce supplément de valeur de façon à satisfaire les actionnaires, les partenaires et les autres acteurs? Pour finir, et dans l'optique d'altérer le caractère péremptoire de cette thématique, il faudrait bien se demander si les entreprises qui n'optent pas pour ces stratégies d'alliance sont automatiquement vouées à l'échec, ou alors si elles ne créent pas pareillement de la valeur pour leurs acteurs. Surtout, il faut bien se demander pourquoi elles n'optent pas pour cette approche. Aujourd'hui, l'environnement économique est bouleversé par de nouvelles donnes concurrentielles et par la mondialisation des marchés. Ce qui fait que les entreprises ont très souvent recours à des regroupements pour accélérer leur adaptation, et ce, afin de s'attirer ou de profiter au maximum des avantages rendus difficiles à s'approprier individuellement. Seulement, ces mutations créent quelquefois des déséquilibres au sein de ces entreprises, entraînant des départs sans précédent des actionnaires vers celles des entreprises qui leur garantissent un accroissement plus favorable de leur valeur. Ces réactions sont dues au fait que l'approche contemporaine du contrôle de gestion qui est contenue dans ces mutations s'intéresse tout autant aux partenaires qu'aux actionnaires. Ce qui révolutionne la répartition de la valeur créée et frustre les propriétaires court-termistes. Fort de ce constat, nous nous imposons comme objectif principal d'examiner les effets et situations qui rendent plausible la décision pour une entreprise d'effectuer des coopérations ou des alliances pour se créer davantage de valeur, et donc de garantir sa compétitivité et sa pérennité, tout en maintenant en son sein ses forces de financement et l'adhésion de tous. Pour atteindre cet objectif, cet ouvrage se propose de faire un aperçu général et sans exclusif des stratégies de regroupement d'entreprises, tout en énumérant les circonstances, les manifestations et les effets qu'elles favorisent pour celles qui les adoptent et éventuellement les problèmes qui pourraient en découler. Pour cela, il procède à une analyse descriptive du phénomène de création de valeur dans les entreprises et ressort les implications managériales et organisationnelles appropriées. Il présente et analyse les enjeux d'un regroupement d'entreprises sur la rentabilité et la performance, et donc sur le niveau de richesse créée et la satisfaction des acteurs et partenaires de ces entreprises. Il évalue enfin l'accroissement additif de la valeur créée par les regroupements. Dans cette lancée, il s'est penché sur l'examen des domaines sur lesquels les chercheurs auront axé leurs travaux quant aux stratégies de croissance externe et à la création de la valeur pour une entreprise. En bref, la revue de la littérature sur ces items est claire et aide à trouver des réponses aux différentes questions posées ci-dessus. Si la croissance reste un passage obligé pour la survie d'une entreprise, il faut savoir qu'elle n'est accessible qu'à travers une politique soutenue de création de valeur. Seulement, la création de valeur seule ne suffit pas. Il faut associer tous les partenaires à la répartition de la valeur créée. Là et seulement là, on peut être assuré de dynamiser la croissance et de pérenniser le développement de l'entreprise. C'est pourquoi il est impératif. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.